Ça y est, voilà. On est en direct. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Connecting Universe, l'émission qui vous transporte et qui vous connecte. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Célia Rombaud. Comment vas-tu, Célia? Bien, merci. Ça va? Donc, on est en live, on est un petit peu en retard. Quelques problèmes techniques de mon côté. L'image est un peu trouble, il paraît, mais du côté de Célia, c'est pas trouble, donc tout va bien. Le son est bon, donc s'il y a le moindre problème, vous pouvez aussi nous le dire sur les commentaires. Et puis voilà, donc on va commencer tranquillement ce live. Je vais te présenter Célia, comme je t'ai dit. Donc déjà un grand merci d'avoir répondu oui, puisque je suis quand même venue te chercher. Je t'ai vu sur une interview à un moment sur l'INRES, donc c'était le mois dernier, je crois. Voilà, ou il y a 2 mois peut-être. Voilà, et donc j'avais vraiment envie de pouvoir partager ce live avec toi. Donc, alors, te présenter, comme je disais, comme ce qu'on disait en off, hein, c'est qu'il y a ton site internet que je vais afficher parce que tu as un riche CV. Mais là, on avait envie de plutôt faire un raccourci. Tu es formé à de multiples approches psychocorporelles et tu es surtout spécialiste de la mémoire traumatique. Et tu proposes et tu insuffles en fait plein d'outils d'éveil corporel et énergétique. Et surtout, en tout cas, tu animes des conférences et un spectacle-conférence, comment tu dis toi? Ouais, une conférence spectacle. Je parle du trauma, de l'approche holistique de la résolution des traumas. Et puis Voilà, aussi la dimension sur l'éveil de la sexualité féminine. d'accord. Ok, et c'est interactif, hein, c'est ce que j'ai retenu. Ouais, c'est chouette. Voilà. Tu as une chaîne YouTube aussi où il y a beaucoup de vidéos, de petites vidéos, donc 8 ou 15 minutes, où tu expliques vraiment le trauma, la dissociation. Je crois que tu en as fait une il y a quelques jours, hein, sur l'isolement. Tu as fait il y a Oui. 2 jours, hier. En fait, là, je suis dans une série de vidéos sur la mémoire traumatique qui sera d'ailleurs clôturée samedi par un webinaire questions-réponses sur la mémoire traumatique. Ce samedi de 18h à 20h. D'accord, ok. Et donc, moi, j'avais envie de te citer, que j'ai mis sur Facebook aussi. Alors, avant tout, c'est mon chemin personnel et la traversée de mes traumas et de mes états dissociatifs qui me permettent d'entrer en empathie avec la souffrance de l'autre et de le guider vers une intégration profonde de son histoire. Alors, j'avais envie tout de suite de te demander finalement, on parle souvent, alors quand je dis on, ça n'engage que moi, hein, ça va être dans le milieu spirituel, ce qui veut rien dire non plus, hein, dans tout ce qu'on peut appeler développement personnel, tout ce qui se trame sur YouTube ou ailleurs, dont on a besoin. Mais aussi, on parle souvent d'empathie, on parle souvent de l'autre. Et en fait, moi, je m'aperçois dans mon propre chemin que parfois je crois être dans l'empathie, ce qui n'est pas forcément le cas. J'ai senti que vraiment à travers toi, ton cheminement, c'était vraiment là pour toi. Et donc j'avais vraiment envie de t'entendre là-dessus. C'est quoi finalement d'être en empathie avec la souffrance de l'autre et c'est quoi l'autre? Wow. Ah, c'est une belle question. Bah oui, comme tu le cites, je pense que avant de rencontrer l'autre, il faut se rencontrer soi. Et dans pouvoir être en empathie, pour être en empathie avec l'autre, il faut être suffisamment régulé pour que l'émotion de l'autre ne vienne pas nous désorganiser. Et peut-être c'est ce que tu veux dire quand tu dis parfois on croit qu'on est en empathie, mais en fait juste on est activé et nous-mêmes ça nous fait des émotions. On peut être soi-même débordé par ce qui se passe pour l'autre. C'est de neuromiroir hyper naturel. Et quand il y a quelqu'un qui est débordé en face de nous, qui va rentrer dans différents états de son système nerveux, ça va enclencher les mêmes réactions chez nous, sauf si c'est quelque chose qu'on a déjà traversé, qu'on peut rester dans un état de sécurité. Et dans ce moment-là, il y a quelque chose où, même s'il y a une grande détresse en face, il y a la sécurité qui reste et l'empathie, elle vient dans le sens où on a traversé, on a connu, on reconnaît, mais on n'est pas pour autant désorganisé par ce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment quand la sécurité, elle reste, qu'on peut être soutien pour l'autre. Ok, donc merci pour cette réponse. Je pense que ça peut vraiment apporter, en tout cas moi, ça m'apporte une belle réponse.
Je pense que ça peut vraiment apporter des clés, puisque ce que tu décris avec tes mots, c'est ce que je vois qu'on peut vivre et ce que je vis moi parfois. Donc cette idée d'être désorganisé et puis cette idée de sécurité. Et cette idée de sécurité, elle revient souvent dans moi les vidéos que j'ai regardées de toi. Donc bon, là, c'est très libre, quand même. Pour les gens qui ont l'habitude de regarder l'émission, c'est très libre. On va faire des allées-venues, des ping-pong un petit peu. Ça m'emmène tout de suite là dans le trauma et la dissociation, cette histoire de sécurité. Maintenant, petite parenthèse, on avait dit quand j'ai pris contact avec toi qu'on allait aussi aborder la sexualité, la guérison, tout ça, mais là, c'était bien pour moi qu'on réaborde quand même le trauma et la dissociation, si tu es OK avec ça. Oui. Du coup, tu veux que j'explique qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ou en tout cas, tout en reliant avec ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la sécurité là que tu abordes en fait. Voilà. Okay. Ouais. Mais prends-le comme tu veux, comme ça infuse. Je vais laisser faire, mais j'aime bien quand c'est orienté. Justement, ça permet de répondre d'un autre axe. Mais je vois comment je vais le chercher. L'état de sécurité, c'est vraiment l'état de base à partir duquel on a accès à toutes nos ressources. Quand on est dans un état de sécurité régulé, on va être vraiment dans le lien à l'autre, un lien curieux, un lien attentif, un lien qui va nourrir. Quand on est en état de sécurité, on va pouvoir aller dans l'action, mais pas pour se prouver quelque chose ou parce qu'on est porté par un stress, mais vraiment dans des états profonds d'intimité, de méditation et de contemplation, pas parce qu'on cherche à fuir quelque chose, parce qu'on est en sécurité. Et ces états-là, qui se déclinent par différents aspects de notre système nerveux, quand on est en sécurité, on a accès à ces trois aspects-là, ils sont souvent compromis en fait. Parce que depuis tout petit, il y a des moments d'insécurité qu'on a vécu qui n'ont pas pu être régulés, qui ont créé des traumas. Et c'est ça qui fait que ça peut après s'activer ou rester permanent et qu'on n'arrive pas à goûter pleinement c'est quoi la relation authentique avec l'autre, c'est quoi l'action créatrice, c'est quoi l'intimité et profonde. Et ça commence vraiment tout petit, ça peut vraiment déjà commencer par des traumas hétéros ou la naissance, et ça s'installe beaucoup dans les interactions tout bébé avec la mère. C'est-à-dire que le petit, il est débordé très facilement, le nouveau-né. Une lumière trop forte, un son trop fort, le froid, la faim, ses besoins, tout ça fait que son système est débordé, il devient en insécurité. Il appelle, la première réponse quand on est en insécurité, c'est d'appeler à l'aide. Et selon comment il va recevoir de l'aide, selon comment son système va pouvoir être régulé. Ah, ton image revient nette, c'est cool. Excuse-moi, je ne peux pas empêcher de faire le commentaire. Oui, en plus, non mais je suis challengée aujourd'hui parce qu'il y a les travaux qui viennent. Je coupe mon micro parce qu'il y a des travaux qui commencent à côté. D'accord, j'ai le son. Non mais voilà, bon, tout dépend du sujet de l'interview. J'ai remarqué qu'il y avait toujours un rapport avec ce qu'il y a. On est pure fréquence, donc voilà. Mais moi, en plus, je te vois bien. Pour ceux qui regardent, sachez que je vois bien Célia, je me vois bien moi, mais apparemment, on me voit pas bien. Donc voilà, je suis devenue nette. Moi, je raccroche. J'expliquais donc les premiers moments potentiels d'insécurité. Et ces interactions, ces premières vont faire une base déjà au début de la vie, selon comment les personnes qui prennent soin de nous vont répondre à notre détresse. On va construire une base de sécurité plus ou moins différente. Parfois, on appelle ça la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est la zone à l'intérieur de laquelle on peut vivre une intensité émotionnelle sans que ça déborde notre système. Et ça veut dire quoi? Ça déborde notre système. Alors, on va dire que l'information, elle est là. Si elle déborde par le haut,
ça va activer les réactions premières de défense. Enfin, la première réaction, c'est d'appeler de l'aide. Mais on est là-dedans encore. À l'aide, ok, on vient, tout va bien. Et si on n'a pas d'aide, la première chose qu'on va pouvoir faire, ça va être combattre ou fuir. Ça va être dans l'action, ça va être se protéger, se mettre à l'abri, etc., etc. Donc déjà, là, on n'est plus dans l'état de sécurité. Il y a insécurité, on ne peut pas nous aider, tout le corps va se mettre en stress, il va y avoir tous les hormones de stress qui vont inonder le corps. Le tout petit, au départ, c'est ça. En fait, comme il n'a pas de fenêtre de tolérance, très vite, il sort de sa fenêtre de tolérance et il va appeler par les cris. Donc, à la fois, il demande de l'aide, sa façon de demander de l'aide, et plus ça dure, plus sa demande de l'aide, elle va devenir nerveuse, et puis s'il n'y a personne qui vient, il va aller en bas de sa fenêtre de tolérance, il va arrêter de demander, il va arrêter de sentir. C'est ça la dissociation. C'est quand on est rempli d'hormones de stress pour faire face à une situation. Donc là, on a pris une situation de base du tout petit qui demande de l'aide. Si on ne peut pas faire face, donc plus tard adulte, si on peut pas fuir, si on peut pas combattre, si on peut pas mettre fin à un accident de voiture, à une agression, à tout un tas de choses qui est en train de se passer et qui débordent notre système, qui a déclenché les hormones de stress, on va couper. Le cerveau va disjoncter. Il va disjoncter pourquoi? Pour nous protéger de nos propres hormones de stress. Parce que le corps envahit d'adrénaline. Alors c'est super, du coup, il y a beaucoup d'oxygène dans les poumons, aussi dans le sang, pour que les muscles puissent réagir, pour qu'on puisse faire face. Mais à haute dose, l'adrénaline peut provoquer une crise cardiaque. On est aussi inondé de cortisol qui peut brûler des parties du cerveau. Donc, c'est super pratique quand on en a besoin. On peut partir en courant, on peut aller éteindre un feu, on peut sauver notre enfant des flammes, c'est formidable. Mais quand toutes ces hormones arrivent, mais qu'on ne peut pas fuir ou combattre, qu'on ne peut pas les utiliser, ça va nous détruire. Du coup, au bout d'un moment, le cerveau disjoncte. Toutes les hormones de stress d'un coup vont être coupées. On va être rempli d'hormones anesthésiantes pour pas sentir. On va plus sentir les sensations. On va plus sentir les émotions. Et tout ce qui est en train de se passer ne va pas être enregistré dans la mémoire autobiographique. Ça va être enquisté. Ça va être comme une boîte noire dans la mémoire émotionnelle. Et tout ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Et ce qui se passe, c'est que si on revient à l'origine de qu'est-ce qui a déclenché les hormones de stress, c'est une toute petite partie de notre cerveau, une glande qu'on appelle l'amygdale cérébrale. C'est elle qui détecte c'est quoi le danger. Et quand elle repère un danger, donc au départ avec la naissance, on a des capteurs, la faim, c'est un danger pour un nourrisson, s'il n'est pas nourri, il va mourir la faim, le froid, différentes choses comme ça, l'amygdale cérébrale va tout de suite s'activer. Et puis, dans l'hypothalamus, qui est une autre zone du cerveau qui est juste à côté de l'amygdale, lui, il va apprendre des expériences. Donc, avec le temps, il va dire telle chose, c'est un danger, on a expérimenté. Donc, si l'amygdale, à terme, elle va consulter l'hippocampe. Elle va consulter, par exemple, si on se balade, qu'on voit un serpent, le petit voit un serpent, il le prend, il ne sait pas encore que c'est dangereux. Mais avec les années, il va l'apprendre. Du coup, l'amygdale, elle va aller regarder, serpent, est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est dangereux. Ok, elle va s'activer pour déclencher les hormones de stress. Ça, c'est aussi important à comprendre parce que après, on va voir qu'il y a des choses qu'on a enregistrées comme dangereuses qui ne le sont peut-être pas forcément. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple d'un accident de voiture, un accident de voiture, moi j'aime bien, toujours le même exemple, un accident de voiture, la nuit, il pleut, voiture rouge. Quand donc il y a là, la voiture commence à déraper, on est en train d'avoir l'accident de voiture. Au départ, c'est super, les pupilles se dilatent, on peut bien tenir le volant, on réagit, et puis il y a la collision, puis peut-être il y a du feu, peut-être il y a quelqu'un qui est gravement blessé, on peut pas faire face, la voiture est complètement coincée, donc là on dissocie. Et tout ce qui va se passer, à partir du moment où on a dissocié, ça va être enregistré dans la mémoire émotionnelle, et notamment dans l'hippocampe. Mais qu'est-ce qu'il va enregistrer, l'hippocampe? Il va pas enregistrer le 13 avril 98, on a eu un accident de voiture, il pleuvait, tout ça. Non. Il va enregistrer pluie, nuit, voiture, rouge, mort, danger mortel. Et
tout ça de façon séparée. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, la pluie devient un danger mortel. La nuit devient un danger mortel. Le rouge devient un danger mortel. Et ça, du coup, ça parle plus de la mémoire traumatique que la dissociation traumatique en tant que telle. La dissociation traumatique, c'est vraiment le fait qu'on est anesthésié, on a tout coupé et on sent plus. Selon la suite de l'événement, ça va être régulé ou pas. Ça fait trauma à partir du moment où c'est pas régulé. Parce qu'on peut dissocier quelques instants. Par exemple, si on se balade dans la forêt, on se retrouve nez à nez face à un serpent, face à un sanglier, face à un je ne sais quoi, on fige. Super réponse. Ça va faire que l'animal aussi va figer en face. Et puis, l'un et l'autre, on va, tout doucement peut-être reculer, et puis on va éviter de combattre. Et en fait, ce figement, il peut vraiment nous faire survivre, en fait. Il est positif. Et quand il arrive dans ce sens-là, on fige, le danger s'en va, on se régule, on va toujours repasser par l'activation du système nerveux qui est plus sympathique, si on parle des termes plutôt techniques, mais en tout cas qui va plus dans le mouvement, on va respirer fort, on va bouger, on va avoir la sueur, etc. Et puis on est régulé. Donc là, on a figé, mais pour autant, l'événement, il s'est régulé. Si on fige, mais que l'événement ne peut pas se réguler, pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé de solution au moment. Il y a eu collision, il y a quelqu'un peut-être qui est mort, et on n'a pas régulé. Des effets de la dissociation traumatique, comme moins de sensations, moins d'émotions, vont rester. Et selon le trauma, ça peut être à des niveaux vraiment extrêmes. C'est-à-dire que là, ce qui vient, c'est vrai que c'est les agressions sexuelles, c'est vraiment avec la torture, c'est les plus gros traumas qui existent, c'est vrai que c'est ce qui va déclencher des dissociations les plus aiguës. Et puis pareil, selon le type d'agression sexuelle, est-ce que ça dure dans le temps, est-ce que c'est violent, tout ça, ça va forcément créer un paysage différent. Tout est terrible de toute façon, hein, qu'on soit bien clair. Et ça va faire que la personne, une fois qu'elle s'est coupée, toutes les sensations qu'elle a coupées au moment, elle y a plus accès. Toutes les émotions qu'elle a coupées au moment, elle y a plus accès. Donc, elle va plus trop sentir grand-chose. Et il peut y avoir vraiment cet effet quand c'est fort que tout le trauma, il est enregistré, mais comme si c'est pas réel en fait. Ou comme si c'est pas à moi que c'est en train d'arriver. Et après, la personne, elle peut vivre sa vie. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Je vivais ma vie, mais en fait, j'avais l'impression qu'il y avait comme une fenêtre à 1 mètre de moi, et que de l'autre côté, il y avait la vie, mais que je pouvais pas ouvrir la fenêtre, ni aller dans la vie. Et c'était d'une souffrance abominable, en fait. Il y avait ce truc, mais je voulais tellement aller dans la vie, mais je ne pouvais pas. J'étais emprisonnée dans ce manque de sensation, de contact, et aussi de conscience de soi. Parce qu'au moment où le cerveau disjoncte, ça va briser des connexions neuronales entre la partie centrale du cerveau, entre le thalamus et les lobes préfrontaux. En gros, ça va couper l'accès à des zones de la conscience qu'on a de nous-mêmes. Moi, il y avait des fois où je pouvais me regarder dans la glace, je me reconnaissais pas, j'avais l'impression que je me regardais d'au-dessus, j'étais complètement coupée. Et la vie, moi, j'entendais des patientes qui me disaient, mais j'arrive pas à voir que la vie, c'est ma vie. J'arrive pas à voir que c'est moi qui vis cette vie-là. Typiquement, c'est typiquement de la dissociation traumatique. Et quand il y a cet effet, excuse-moi, je finis mon truc. Quand il y a cet effet donc de tout qui est tout coupé comme ça, il peut y avoir aussi, et ça va dépendre des cas, et les gens vont plus ou moins vivre soit complètement coupés, soit en permanence réactivés. C'est ce que j'expliquais avec tout ce qui s'est enregistré à part, genre la nuit qui devient dangereuse, etc., etc. Ça va selon le niveau de dissociation, et puis tout ce qu'il y a eu dans la vie avant, tout ce qui s'est passé dans la période bébé, parce que c'est vraiment ça, la fenêtre de tolérance qui fait que on va réagir différemment à des traumas, mais on pourra peut-être en parler après, parce que c'est fondamental quand on intègre un trauma d'aller voir les parties bébés.
il va y avoir des réactivations traumatiques, ce qu'on appelle des reviviscences. Donc, c'est-à-dire que cette personne qui a eu cet accident de voiture, si un jour elle reprend la voiture la nuit puis qu'il pleut, elle va peut-être avoir une crise de panique puis elle va pas comprendre quoi. Alors peut-être qu'elle comprend parce que la voiture, elle se souvient qu'elle a un accident de voiture. Mais pourquoi cette fois-là c'est bien pire que les autres fois? Bah peut-être parce que sa copine elle a une voiture rouge et puis qu'il pleut puis que c'est la nuit, elle fait pas le lien. Et ça peut être très subtil. Ça peut être le ton d'une voix, ça peut être une odeur, ça peut être une image qu'on voit en passant, mais on l'a même pas vu, mais notre cerveau l'a vu. Et ça, il sait que danger mortel. Et on va être inondé par toutes ces sensations qu'on n'a pas pu ressentir au moment. Et ça peut être, selon les gens, ça peut être des colères, ils vont se mettre dans une crise de rage. Ça peut être au contraire recoupé. Et la personne, plus ou moins, elle va le sentir. Les personnes qui restent très dissociées, c'est pas qu'ils sont pas activés, c'est qu'ils sont activés tellement vite qu'ils se recoupent tout le temps. Ils se recoupent et ils restent comme ça. Mais en fait, ils sont tout le temps activés. Et ça peut être sinon des grosses montées d'angoisse, des sensations d'intrusion dans le corps, de panique, de tétanie, enfin toutes les sensations du trauma qui vont être revécues à ce moment-là. Tout ça, c'est vraiment plus la mémoire traumatique. Et une dernière chose, bon, je bombarde beaucoup d'informations, mais on pourra prendre des questions s'il faut, ou vous pourrez aussi aller voir sur la chaîne. C'est cette notion, je reviens un peu sur l'amygdale cérébrale. Donc, on a vu que l'amygdale cérébrale, c'est cette petite structure dans le cerveau qui va repérer si ce qu'on est en train de vivre, c'est un danger ou pas. Donc, je raccroche sur cette histoire de sécurité, je pourrais en redire après. Et cette amygdale, la cérébrale, qui a dit c'est un danger et qui a déclenché les hormones de stress, les hormones de survie, s'il y a eu dissociation traumatique, elle a part, donc comme j'ai expliqué, ça a coupé, ça va pas dans la mémoire, c'est à part, on peut ou pas s'en souvenir, plus le trauma est fort, moins on s'en souvient. Ça, c'est hyper important à comprendre, notamment par rapport aux agressions sexuelles. Il y a quand même 60% d'amnésie partielle dans les agressions sexuelles, 40% d'amnésie totale. C'est énorme. Parce que ça fait partie vraiment des traumas les plus intenses, donc c'est trop énorme que ça, on s'en souvient pas quoi. C'est mis de côté. Genre bon, on le traitera plus tard quand on aura une fenêtre de tolérance capable de supporter un truc pareil. Quoi. C'est ça en fait. Hein. Et l'amygdale cérébrale, du coup, elle n'a pas reçu l'information que c'est fini. Et elle est tout le temps en train de dire on va crever, on va crever, on va crever quoi. Mais comme il y a les hormones anesthésiantes, comme les hormones anesthésiantes arrivent, elles vont lui dire chut, chut, oui, on va crever, mais là, si tu nous donnes des hormones de stress, c'est toi qui vas nous faire crever, donc tais-toi. C'est un peu ça qui se passe. Du coup, l'amygdale cérébrale, donc, oui, elle va être enquistée, mais elle va continuer à dire il y a un danger. Donc, il va y avoir une anxiété, ce qu'on appelle une anxiété généralisée, un fond anxieux permanent qui, selon les gens, soit c'est hyper coupé, donc ils sentent pas, mais ils sentent vraiment plus rien. Soit ils sont hyper angoissés tout le temps, le moindre truc, ça les réactive. En gros, c'est l'horreur, quoi qu'il arrive. Mais je tiens à dire quand même, parce que là, je décris un tableau vraiment dur. C'est vrai que c'est dur. J'en témoigne. Mais je témoigne aussi que c'est possible d'en sortir, oui, la guérison entre ciel, c'est le titre de ma conférence. Il y a aussi mon livre, dans quel côté on le voit, voilà. Les couches de l'oignon, du traumatisme à la résilience, à un chemin spirituel, où je partage pour le coup mon histoire. Et oui, c'est difficile. Et vraiment, moi, si aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de partager beaucoup, c'est que c'est pas une fatalité. C'est difficile, mais vraiment, c'est possible d'en sortir. Je trouve que moi, personnellement, d'avoir compris déjà ce qui se passe, ça m'a beaucoup aidé. C'est pas ça qui a fait que j'ai intégré mon trauma, mais c'est ça déjà que j'ai arrêté de me juger, que j'ai compris que j'étais quelqu'un de normal, que j'étais quelqu'un de bien et tout ça et tout ça. Et puis ça m'a permis d'aller chercher vraiment ce qui peut m'aider et puis de dire ah bah oui on peut s'en sortir et comme ci et comme ça etc. Donc pour revenir sur cette question de sécurité je reviens à ta première question.
Donc oui, quand on est en sécurité, on a accès à toute une gamme on a le système nerveux qui se régule de façon fluide, on peut être dans le lien social, dans l'action, dans l'intimité. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des états d'insécurité chronique, qui vont pas avoir accès à des relations finalement authentiques, sécures, profondes. Il va y avoir toujours un petit bruit de fond permanent, toujours cette petite insécurité. Et effectivement, l'empathie dans ces cas-là, c'est plus difficile parce que tout de suite, ça va nous réactiver en fait. Et c'est un peu de la sympathie aussi si on parle au niveau de l'étymologie des termes. Moi, personnellement, dans le langage courant, c'est pas comme ça que j'utilise. Mais l'étymologie des termes, c'est que sympathique, c'est qu'on souffre avec, alors que l'empathie, on peut rejoindre l'autre, comprendre l'autre, mais sans nous-mêmes souffrir en même temps. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'émotions. Moi, ça m'arrive beaucoup quand j'accompagne des gens, mais je suis touchée. Mais je me sens pas, je suis pas envahie par mes émotions débordantes. C'est juste ça me touche, quoi. C'est ça l'empathie. Merci, c'est bien. Ça m'arrange que tu aies parlé beaucoup parce que, comme je disais, il y a les travaux, donc je coupe le micro. Hein, c'est la première fois que j'ai ce cas de figure. Donc, merci, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est toi qui as toute cette richesse aujourd'hui. Moi, ça m'emmène sur plein de choses hein, dans ce qui a été dit. J'ai envie de dire, alors je sais pas hein, si je te pose la question, on est tous traumatisés. En fait, Ouais. Là, tu donnes 2 exemples, hein, mais il y en a plein, mais ça veut dire qu'on peut vivre déjà comme ça sans savoir tout ça, puis qu'il y a des degrés, comme tu disais. Et alors après, est-ce que tu as envie de faire part de ton histoire? On n'est pas obligé hein, légèrement pour. Là, tu disais bon, je décris un tableau un peu dur et tout ça, et à la fois bon, quand on connaît ton histoire, ben la guérison, moi je la vois quoi. Je trouve que c'est beau. Bon voilà, t'as le champ libre, tu te débrouilles avec tout ça. Je recoupe mon micro. Ça marche. C'est un bon concept en même temps, le truc. Ouais, oui, bah oui, je pense qu'effectivement, ça peut. Moi, si j'aime, je sais pas si j'aime, mais si j'ai cet élan de partager mon histoire, c'est vraiment pour donner de l'espoir parce que je viens tellement loin que je me dis si moi j'ai pu réussir, tout le monde peut y arriver. Bon après je dis ça, j'ai aussi conscience qu'il y a tout un tas d'ingrédients et c'est aussi une grâce. Donc je remercie aussi d'avoir eu cette chance. Bon, comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup de traumas qui se sont accumulés. Hein, la naissance, des parents dissociés qui peuvent pas s'accorder, l'inceste avec l'oncle, enfin tous des machins qui s'empilent. Et puis c'est vrai que ce qui a vraiment complètement mis ma psyché en 1000 morceaux, c'était quand j'avais 8 ans. J'étais dans un centre de loisirs et j'étais pendant cette semaine en fait séquestrée avec d'autres petites filles et j'ai subi les violences d'un réseau pédophile. Voilà, je crois que c'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais c'est vraiment le plus trash qu'on peut imaginer. Voilà, c'était ça. Et après ça, pendant quelques années, j'étais complètement coupée. Alors, ma mère, elle m'a dit, ah, t'as changé d'un coup. D'un coup, t'as compris que pour être aimée, il fallait être gentille. Bon, c'est qu'en gros, d'un coup, j'ai arrêté d'être vivante. Donc, c'est sûr, je posais plus de problème. Bon, à part ça, ma mère est chou, mais c'est juste complètement dissocié, quoi. Donc, elle s'est dit, ah, d'un coup, il se passe plus rien. C'est l'âge de raison. Voilà. Et pendant quelques années, voilà, juste j'ai rien ressenti. Il y avait quand même quelque chose, c'est que lors de ces expériences atroces, j'ai fait une expérience de mort imminente. Donc, je suis sortie de mon corps, puis enfin, ce truc de la lumière, l'amour, tout ça, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvé la vie plus tard, parce qu'il y avait dans cette expérience de mort imminente, j'ai eu le goût de ce serait quoi ma vie après. Et dans les moments les plus sombres où vraiment j'avais envie de mourir, puis il y a eu des périodes où c'était plusieurs fois par minute, quoi. C'était vraiment difficile de vivre, quoi. Il y avait un petit endroit, un petit souvenir que
mais j'allais goûter qu'est-ce que c'est d'être en relation avec quelqu'un, parce que bon, je vais l'expliquer, mais c'était plus possible. J'étais tellement, comme j'expliquais, emmurée, enfermée. J'avais pas le lien à l'autre. J'arrivais même pas à dire que ça allait pas. J'arrivais pas à dire que mon corps, il était en train il me déchirait de souffrance minute après minute. J'arrivais pas à dire que j'avais l'impression de crever à chaque instant. J'arrivais pas tout ça. Et puis il y avait aussi que dans rentrer en relation, ben en fait, je me détestais tellement, j'étais tellement persuadée d'être quelqu'un de mauvais, de sale, de pervers, que je pouvais pas être moi-même avec les gens, parce que si j'étais moi-même, ils allaient me rejeter. Du coup, j'avais ce qu'on appelle un faux self, une image complètement erronée de quelqu'un qui va toujours bien, ah oui, c'est formidable et machin, alors qu'à l'intérieur, j'avais juste envie de mourir. Et, euh, et du coup, c'était très, très, très isolant. Et voilà, j'avais pas de relation authentique, intime. J'ai commencé petit à petit à développer des relations où je pouvais un peu me dire et dire ma souffrance avec des amitiés à distance, parce que près, c'était pas possible. Mais voilà, j'ai des amis à distance où on s'écrivait des lettres et là, je pouvais dire comment j'étais mal. Et ça, voilà, ça a duré longtemps et puis petit à petit, il y a eu aussi les reviviscences où vraiment dans mon corps, j'étais complètement envahie. Et puis ça a été un chemin de... je crois qu'il y a voilà, c'est cet espoir que j'avais quand même fait que j'ai été chercher. J'ai été chercher pendant longtemps. Il y a aussi cette notion de la sexualité où moi je ressentais absolument rien. Donc je me souviens la première fois, donc c'était au lycée, toutes les copines, c'était il se passait des trucs visiblement dans leur corps. Hein, bon voilà. Et je me souviens la première fois que j'ai eu une relation sexuelle consentie. À l'époque, je me souvenais pas que j'avais été violée. Ma copine qui était encore vierge, elle me dit bah alors et tout. Je dis rien, ni plus ni moins, j'ai rien, voilà, j'ai juste rien ressenti quoi. Et ça c'était dur de rien ressentir. C'est quoi le désir? C'est quoi le plaisir? Mais ça a été une quête pendant des années. Et puis quand j'ai commencé à chercher ça, j'avais un copain avec qui j'avais un ami homosexuel avec qui du coup j'étais assez à l'aise pour parler de ça. Et il m'avait dit à un moment, mais est-ce que tu as essayé de te caresser? Bien évidemment, ça me serait pas venu à l'idée, puisque moi, je ressentais rien. Donc, non, j'ai pas eu l'idée. Il me dit, essaye, peut-être ça peut t'aider. Donc, j'ai essayé. Et là, j'ai ce qu'on appelle des reviviscences, mais à l'époque, je savais pas que c'était des flashbacks, puisque je savais pas ce qui m'était arrivé. Je pensais pas que les images qui me venaient, c'était tellement horrible que ça m'était arrivé, quoi. Donc, j'ai commencé à avoir des images vraiment très violentes. J'entendais des mots très violents, et du coup, c'était atroce, quoi. Et bon, j'ai laissé ça de côté, du coup. Et donc j'ai beaucoup cherché, beaucoup quand même autour de la sexualité, et parce que c'était beaucoup ça qui était souffrant, et puis toutes les angoisses aussi en permanence, quoi. Et du coup j'ai fait mes 10 000 trucs, quoi. J'ai fait beaucoup de thérapies, de stages, de toutes les formes qu'on peut imaginer, quoi. Du chamanisme, du channeling, de l'hypnose, des constellations familiales, la thérapie comme ci, comme ça, tout ce qu'on peut trouver. J'essayais tout, quoi. Puis j'essayais beaucoup de lire, enfin de comprendre c'est quoi cette histoire, quoi. Et ça a été vraiment long. Et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie de partager, parce que j'ai mis beaucoup de temps à aller vers une thérapie ciblée sur le trauma, quoi. Et qui a vraiment pu me sortir, quoi, du trou. Et encore là, il y a eu quand même des étapes. La première chose que j'ai rencontrée sur la thérapie sur le trauma, ça a été l'EMDR, qui est chouette. Ça m'a vraiment fait sortir les premiers souvenirs, les premières images. Bon, en même temps, ça m'a retraumatisée vraiment fort. J'étais terrorisée, j'avais l'impression qu'ils allaient me retrouver, me tuer. J'étais cloîtrée chez moi, c'était l'horreur.
Mais dans ce processus, il y a quand même quelque chose qui s'est acté par rapport à je suis quelqu'un de bien. Et ça, déjà, ça a beaucoup changé parce que je me haïssais vraiment beaucoup. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les conséquences de la mémoire colonisatrice. Je crois que c'est la vidéo qui sort demain ou aujourd'hui. Non, aujourd'hui, si tu as dit que c'était isolement, ça doit être demain. Oui, on a parlé déjà ça sur la honte aussi. Ouais, sur la honte, j'en parle aussi. Ouais. Mais du coup, je développe plus qu'est-ce que c'est la colonisation. Donc demain sur YouTube. Mais c'est vraiment quand le cerveau il coupe là, et qu'il enregistre tout séparément, la pluie, la nuit, etc. Quand on est agressé, donc que ce soit dans mon cas agressé sexuellement et pas que, ou que ça peut être de l'humiliation à l'école ou en famille, des choses comme ça, et que le cerveau coupe, tout ce qu'on reçoit, des paroles de l'autre, donc ça peut être des injures, des insultes, tout ça, mais aussi l'état d'esprit et les pensées de la personne qui nous agresse. Donc, moi, dans ce que j'ai vécu, c'était beaucoup de perversion, c'est-à-dire que le plaisir, il était sous... Ça, c'est quand même important de le dire aussi, parce que dans les agressions sexuelles, il y a différents cas. Il y a effectivement des personnes qui, bon, tous, ils sont en réactivation traumatique, hein, qu'on soit bien d'accord, ça ne tombe pas du ciel. Mais on parle souvent de pulsions sexuelles, de personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de pulsions sexuelles. Oui, c'est possible, parce que quand on est agressé sexuellement, la charge sexuelle de l'agresseur, elle va faire partie de nous après. Donc on peut être envahi par des pulsions sexuelles qui ont été déposées en nous lors d'agressions sexuelles, ou qu'on en soit victime, qu'on en soit témoin, d'avoir aussi regardé vu des images d'agressions sexuelles trop jeunes ou en choc, ça peut faire aussi ces effets-là. Donc oui, effectivement, ça peut être des pulsions sexuelles, mais beaucoup, alors soit c'est concomitant ou c'est séparé, c'est le plaisir de dominer, le plaisir de faire souffrir. C'est ce qu'on appelle la perversion. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai vécu. Moi, j'ai eu un flingue sur la tempe avec des gars qui se marrent en face, quoi. Je me suis pissée dessus avec des gens qui se marrent en face, quoi. Et c'était ça, leur kiff. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que c'est vraiment un réseau ficelé et puis c'est un peu des rites de passage et des trucs comme ça. Mais en tout cas, l'état d'esprit dans lequel ces personnes étaient, c'est-à-dire je prends plaisir à t'humilier, ben, c'était en moi après. Et du coup, cette haine qui portait contre moi, ben, je l'avais en moi après. Et du coup, je me détestais et j'avais envie de me faire du mal. Et je pouvais me dire des choses atroces. Et ce premier travail en EMDR, il a pas complètement guéri la mémoire traumatique de mes agresseurs, mais il y a quelque chose qui s'est mis en place. Ah ouais, c'est pas moi qui suis mauvaise en fait, c'est eux. Et ça, ça a baissé vraiment, vraiment quelque chose. Et après, l'autre étape qui a été fondamentale pour moi, et c'est de là que je partage beaucoup, c'est parce que donc oui, je me sentais quelqu'un de bien, mais j'avais toujours envie de mourir, j'avais toujours des angoisses. Parce que dans beaucoup de thérapies, même ciblées sur le trauma, après il y a des gens qui utilisent très bien le MDR et qui comprennent bien la dissociation et qui ont des très bons résultats aussi avec cette thérapie. C'est que la personne, pour pouvoir revivre ce qui se passe en elle, il faut que son corps ait compris que c'est fini. Et ça, c'est pour ça les couches de l'oignon, parce que c'est un trauma, il y a plein de fragments. Par exemple, si on parle de cette notion, je viens de parler par exemple de la perversion qu'on a reçue, mais c'est plein de fragments de perversion. Et c'est des intensités différentes, c'est des couches et des couches et des couches. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est prouver que tout ça, c'est fini. Parce que moi, la première fois que mon trauma est sorti, et pour moi, j'allais mourir.
Parce que j'avais pas compris que, ben non, mais c'est fini, et puis ils sont pas là, ils sont pas au courant que j'en ai parlé. Enfin, j'avais pas du tout cette conscience-là. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurais pu le nommer, oui, c'est vrai que, mais mon corps, il sentait pas ça du tout. Et donc, il a vraiment prouvé que le corps est fini, que le trauma est fini, et le sentir dans le corps, pas dans la tête. Et à partir du moment où on sent un peu que c'est fini, il y a une couche qui va sortir, un fragment. Ça va être, oh, mais j'ai peur, et si, et ça, ok, on le sent, ok, c'est fini, ça pèse. Et puis petit à petit, on reconsolide. Et puis là, ça va être la rage qui va sortir. Ok, on reconsolide, puis ça va être la perversion qu'on a subie, puis on reconsolide, et puis ça va être des moments où on sent qu'on est complètement figé, puis on va pouvoir défiger un petit peu, etc., etc. Et on descend comme ça dans les couches. Pour descendre comme ça dans les couches, et ben, il faut prendre en compte toute l'histoire de la personne. Parce que même s'il y a un trauma extrême, comme celui que je viens de nommer, il y en a plein d'autres avant. Et puis, il y a cette fameuse fenêtre de tolérance. Et ça fait un peu ping-pong. Donc, à un moment donné, on intègre un trauma et puis après, on consolide sur l'échelle de la vie. Puis, c'est autre chose qui va dire, ah, moi, je suis prête à t'intégrer. Ah, ok, on t'intègre. Et puis, on consolide. Ah, puis là, c'est moi, etc., etc. Et puis, on va aller dans les parties bébés pour augmenter. Pour, ok, si là, je suis inondée d'émotions, je vais pas en mourir. Parce que bébé, c'est ça qu'on va enregistrer. Et ça, c'est un cadeau tellement immense. C'est un cadeau tellement immense parce que pour aller intégrer des horreurs comme je viens de parler, ben, il faut une fenêtre de tolérance comme ça. Parce qu'il faut le soutenir sans couper à nouveau. Parce qu'on peut y retourner. Mais si c'est y retourner pour couper, on va juste retraumatiser la personne, refaire des fragments. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va augmenter sa fenêtre de tolérance. On va dire, ok, tu peux sentir de l'intensité dans ton corps, je suis là, je suis avec toi, tu vas pas en mourir. Et ça, c'est pareil, c'est du temps, etc. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on va pouvoir aller intégrer l'intensité des horreurs, mais on va pouvoir vivre l'intensité des joies, l'intensité du plaisir, l'intensité de la plénitude. C'est la même fenêtre de tolérance pour aller soutenir l'intensité dans les deux sens, en fait. On est plus vivant, on peut vivre ce qui se passe, quoi. Merci pour ton témoignage, d'avoir aussi évoqué de là d'où tu viens, parce que ça donne aussi voilà oui, enfin une lecture des choses, hein, même s'il n'y a pas que toi, c'est intéressant de voir où tu en es aujourd'hui. Parce que bon, je sais pas quel âge tu as là. tu... Ouais, tu vois, parce que quand tu dis longtemps, j'ai mis longtemps, tu vois, plusieurs fois tu as dit j'ai mis longtemps, c'est quoi à peu près, comment vraiment tu as commencé là le MDR ciblé sur le trauma? Je devais avoir 28 ans, je pense. Okay. En tout cas, ma première dépression, je l'ai fait, j'avais 14 ans. Et oui. J'ai commencé à lire Freud et compagnie au départ, et je connaissais que ça. J'avais 16 ans, j'ai commencé à chercher tôt, quoi. Ouais. Dès que j'ai eu un peu de sous, j'ai quitté mes parents, j'ai commencé mes études. Je sais pas, à 18 ans, j'étais en thérapie. Tu vois, il y a quelque chose où la quête, elle a été longue, quoi. Bon, moi, forcément, ça fait écho à plein de choses que j'ai entendues, puis à une partie de ma propre histoire. Du coup, est-ce qu'on peut dire que bon, ce que tu as fait dès le début, ça avait son sens de toute façon. De toute façon, chaque chemin est différent, mais moi, là où ça m'emmène sur cette idée que est-ce que tu peux, je sais pas comment dire, est-ce que il faut vraiment tomber sur quelqu'un qui est spécialiste du trauma en fait? Enfin, tu vois, moi j'ai déjà fait de l'EMDR, mais pas forcément ciblé là-dessus. Enfin, tu vois, est-ce qu'on perd notre temps dans d'autres thérapies? Ou alors quel repère tu peux nous donner pour vraiment se dire, ok, bon là, moi j'ai tous les symptômes entre guillemets. Hein, je sais que c'est plus subtil, mais bon, faut que je m'attaque au sujet du trauma en fait, et que je sois accompagnée parce qu'il y a tout et n'importe quoi, et même dans le pas n'importe quoi comme accompagnement, il y a des gens qui sont pas du tout habilités à t'accompagner dans le trauma en fait. Hein. Oui. Est-ce que tu me rejoins là-dessus? Oui, je te rejoins là-dessus.
pour être habilité à accompagner quelqu'un dans le trauma, il faut avoir intégré en partie ces traumas. C'est cette histoire de... je peux vous faire ces petits schémas-là. Vous allez voir, c'est ça. Donc, on va prendre... Cette main-là, on la voit mieux. On dit que ça, c'est le cerveau. Donc, peut-être il y en a qui connaissent déjà le cerveau dans la paume de la main. Je ne sais pas si tu connais ça, toi, Nibran. Je l'ai vu sur la chaîne, mais je connais. C'est Daniel Siegel. D'accord. Donc, on fait court. Ça, c'est le cerveau archaïque. Donc, détresse, danger, tout ça. Là, c'est cerveau émotionnel. Donc, c'est aussi l'amygdale et l'hippocampe qui sont un peu à la frontière, quoi. Et puis, là, on a le cortex préfrontal. Quand on est activé, donc bien, on n'a plus ça. Et puis, on peut soit être dans les réactions archaïques de suivi, soit dans le figement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est comme ça face à quelqu'un, il y a de fortes chances que lui, il disjoncte aussi. C'est les neurones miroirs, ce que j'ai expliqué. Donc, c'est des neurones qui sont ici, qui permettent de détecter ce que Stéphane Porges appelle la neuroception, c'est-à-dire notre capacité qu'a notre système nerveux à détecter si l'autre, il se sent en sécurité ou en danger. Et si l'autre, il se sent en danger, nous, peut-être que ça nous fait qu'on se sent en danger aussi. Et donc, si hop, je suis là, je suis activée, ça va déclencher l'autre. C'est ce qu'on disait au tout départ par rapport à la sécurité, l'empathie, la sympathie, etc. Et à l'inverse, si quelqu'un est super activé, mais que lui, il reste calme, donc il reste dans son système sympathique vagal ventral, c'est-à-dire la respiration longue et profonde, il est vraiment dans son état de sécurité, il peut te regarder dans les yeux, te parler calmement, ça va t'apaiser petit à petit. C'est le principe de la fenêtre de tolérance avec le bébé. Le bébé, il est comme ça, et puis la maman, elle arrive, si elle n'est pas dissociée, activée, elle voit juste que son petit doit avoir faim, ou soif, ou X, Y chose, et elle le prend, et puis tout va bien, mon petit, c'est calme. Bon, et la thérapie, c'est ça. C'est-à-dire que il faut qu'un thérapeute reste comme ça quand le patient il est comme ça. Et pour ça, il faut qu'il ait suffisamment intégré son histoire. Donc, effectivement, moi, en général, je conseille 2 choses quand les personnes ils cherchent un thérapeute. Alors, personnellement, la thérapie qui m'a vraiment aidée, c'est l'ICV, intégration du cycle de la vie. Donc, j'en parle dans mon livre et puis sur des chaînes, sur ma chaîne aussi. C'est une thérapie qui est spécialisée dans l'intégration des traumas et surtout dans cette notion de consolidation. C'est comment on prouve que le trauma est terminé. Et il y a vraiment tout un travail aussi sur la fenêtre de tolérance par rapport, on travaille beaucoup sur la partie bébé, sur l'attachement. Moi, c'est ça qui m'a aidée après moult choses. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à conseiller ça. Après, j'ai bien conscience que c'est beaucoup le thérapeute et je sais qu'il y a plein de thérapies qui sont spécialisées sur le trauma. Si le thérapeute, il est bien régulé, ça va le faire aussi. J'ai aussi conscience qu'il y a des personnes qui sont formées à l'ICV, mais qui n'ont pas fait de travail sur eux. Bon, c'est pas la peine non plus. Du coup, en général, moi, je conseille aux personnes de demander, alors quand c'est en ICV en tout cas, si le thérapeute, de ne pas avoir peur de demander à un thérapeute, est-ce que vous avez fait votre processus en ICV ou est-ce que vous êtes encore en train de faire, parce que ça peut prendre des années. Et est-ce que vous êtes supervisé? Pour moi, c'est important aussi de demander ça. Et pour revenir sur la base de ta question, oui, je crois qu'il y a un chemin de vie. Comment ça se fait? Enfin voilà, il y a des personnes, ils vont mal, ils vont tout de suite tomber sur le bon thérapeute, ça va le faire, ils vont trouver le truc et hop, et ça a été quasiment miraculeux. En général, il y avait une bonne fenêtre de tolérance quand même. Mais bon,
il y a aussi tout un tas de choses qui nous dépassent, qui font partie du destin, qui font partie du chemin de vie, de notre âme, peu importe. Tu vois, là, ce que tu as utilisé comme citation, que c'est mon chemin qui permet aujourd'hui d'accompagner, mais c'est ce que j'ai compris aussi. J'ai tellement galéré, j'ai tellement cherché que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je comprends aussi tellement. Je sais ce que c'est la retraumatisation, parce qu'en thérapie, j'ai été retraumatisée des tas de fois. Je sais ce que c'est errer pendant des années et pas comprendre. Je sais ce que c'est fuir dans la spiritualité. Enfin, c'est aussi ce qui fait la richesse. Mais pour ceux dont le chemin de vie les a amenés à écouter cette interview aujourd'hui, c'est qu'ils sont prêts à entendre cette information pour aller chercher effectivement une thérapie adaptée et un thérapeute. Ouais. Ouais, merci pour ces précisions. C'est vrai que voilà, ton chemin, c'est pas le seul, mais vraiment pour moi, c'est pour ça déjà à 38 ans, on se dit bon, voilà, ouais, je sais pas, j'ai pas de mots en fait, j'arrive pas à dire ce que je veux vraiment dire, tu vois. Et j'entends aussi à travers ce que tu amènes quand tu as évoqué l'âme ou je ne sais quoi, mais effectivement, oui, on peut se dire bon, on a vécu ça pour accompagner, enfin, on peut se dire plein de choses là-dessus. Et très jeune, enfin très jeune, 38 ans c'est quand même jeune, tu regroupes beaucoup de choses, hein, cette fuite dans le spirituel, cette errance, tout ce que tu décris. En fait, je pense que ça me parle à moi et donc ça va parler à plein de gens aussi. Voilà. Bon, ça va vite en fait, je vois que ça fait presque 1 heure et donc je vais essayer d'orienter pour... alors toi, tu laisses une grande place au corps, enfin, tu laisses une grande place au corps. Le corps est très important. Tu as pratiqué beaucoup de choses, ces pratiques taoïstes de Mantak Chia. Ouais, j'ai interviewé Aïcha Sibur la semaine dernière, que tu as dû rencontrer, je pense, parce que tu as été en Thaïlande aussi. Enfin, voilà, Ah oui, voilà, j'avais une question par rapport à ça, en fait. Donc, il y a le Qigong aussi, tu fais du yoga, tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tout ça, ça a pu se déclencher suite à la thérapie vraiment sur le trauma qui a commencé à quand une guérison qui s'est opérée, ou est-ce que déjà tu approchais toutes ces pratiques en étant toujours coupé? Ouais, parce que c'est possible aussi, hein, voilà. Et après, ouais, pardon, il y a une autre question. Enfin, il y a ça et puis bon, voilà, déjà ça, ouais. Ça qui non seulement c'est possible, mais c'est la majorité des cas en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est coupé, parce qu'on ne sent pas dans notre corps qu'on va être attiré par ce genre de pratique, qu'on veut sentir en fait, qu'on veut sentir le corps, qu'on veut sentir l'énergie. Quelqu'un qui est bien dans son corps, l'énergie circule, il va pas aller chercher ça en fait. Si on y va, c'est justement parce qu'en fait, on est quand je repense à mes formations que j'ai pu faire, que ce soit dans le Tao ou en BMC, Body Mind Centering, qui est une pratique qu'on appelle pratique somatique par le corps vécu, mais qui est tous complètement dissociés, quoi. Moi, je savais pas ce que c'était à l'époque et puis je n'avais pas ce regard-là, mais ça va avec. Et en même temps, ça fait vraiment partie aussi de la réappropriation du corps et de l'intégration des traumas. Dans ma conférence spectacle, je parle pas justement que de tout ce que je viens de dire sur la dissociation et sur le trauma. Je parle aussi vraiment du corps, je parle aussi vraiment du spirituel, parce que c'est un ensemble. Et on a été effracté dans toutes les dimensions de notre être, et c'est vraiment dans toutes les dimensions de notre être qu'on va pouvoir réapproprier le chemin. Je vois des personnes qui ont une approche que avec la thérapie, et il y a un endroit où ça s'expand pas parce qu'ils n'ont pas été dans le corps, parce qu'ils n'ont pas ouvert le spirituel. Et donc, moi, j'ai été chercher ça pas de suite, enfin de suite dans le sens où moi, du coup, j'ai été très tôt dans la danse. Parce que c'était là, dans ces moments-là, je pouvais être dans mon corps sans que ce soit souffrant, je pouvais être dans le présent, dans mon corps, et j'avais un moment de répit. Donc j'ai beaucoup dansé, et puis à un moment, j'ai même arrêté, parce que j'étais architecte au départ, donc j'ai arrêté mon métier d'architecte pour partir en Argentine, faire une école de danse. Je me suis mis vraiment là-dedans, et puis c'est en creusant ça que j'ai vu que c'était pas la danse qui m'intéressait, c'était vraiment la conscience du corps et l'énergie. Et c'est suite à ça que je me suis formée aux pratiques du Tao, au Body Mind Centering. Donc je sais pas quel âge j'avais,
25-26 ans à ce moment-là. Et je connaissais rien à ces histoires de trauma, tout ça. Et effectivement, ce qui m'intéressait dans le Tao, au départ, le Qigong, j'en avais fait très jeune, à 19 ans, j'avais découvert ça. Et puis ce que j'aimais, c'était le côté avec la nature, les organes, avec les éléments. Il y avait un côté vivant qui me plaisait. Et puis dans le Tao, j'ai découvert aussi l'aspect d'utiliser l'énergie sexuelle. Et ça m'a plu parce que ça me montrait, pour les taoïstes, l'énergie sexuelle, c'est la santé. Il y avait quelque chose de sain. Et pour moi, c'était vraiment un baume, quoi. Je peux utiliser mon énergie sexuelle pour nourrir mon foie, pour nourrir mon cerveau. Ça, c'était vraiment extra. Et du coup, j'ai eu toute une période où j'étais vraiment plus dans ces pratiques-là. Dans le Body Mind Centering, on va vraiment goûter l'état d'esprit des os, des fascias, des organes. Il y avait rentré dans le corps d'une façon ludique, d'une façon profonde. Et puis, il y a aussi, ça a commencé aussi à ouvrir pas mal de, entre guillemets, de brèches spirituelles. Parce que c'est vrai qu'en plongeant fort dans le corps, enfin, moi, en tout cas, j'avais des expansions de conscience assez fortes dans ces moments-là. Et c'est vrai que ça a été un premier pas pour moi dans regagner ma sexualité, ma liberté dans la sexualité. Ça a été par les pratiques du Tao. Et aujourd'hui, je les enseigne. J'ai un programme en ligne où j'accompagne des femmes sur une année, puis aussi des retraites. J'ai une retraite là qui arrive au mois d'août où je transmets quand même beaucoup autour des pratiques taoïstes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup porté de mettre la joie dans le corps, le sourire dans le corps et puis de voir l'énergie sexuelle autrement. J'ai commencé à voir qu'est-ce que ça pouvait être le plaisir et puis à l'utiliser pour ma santé, quoi. Mais c'est vrai que, oui. Non, c'était juste savoir, tu te situes où? Je ne t'ai pas demandé. En France. En Ariège. Ah, t'es en Ariège. Ouais. Après, je travaille beaucoup en ligne. J'accompagne tout programme que je fais, c'est en ligne. Et les retraites, par contre, c'est en Ariège. Là, j'en ai mis une dans la Drôme, mais c'est plus chez des amis à côté. C'est sympa. Mais alors, on va être obligé de concentrer parce qu'il y avait vraiment cette envie chez toi, même si c'est déjà là un petit peu le cas, de parler justement plus de la guérison, enfin de la finalité. C'est pas vraiment ça, mais tu m'as compris, la place du corps. Là, on l'a dit. Alors j'avais quand même une dernière question par rapport à ça. C'est là, du coup, tu as réussi à faire ces pratiques avant même d'avoir abordé le trauma. Donc, est-ce qu'il y a aussi, donc tu n'étais pas, par exemple, un profil à être tellement coupé que tu peux même pas te mettre à, tu as envie de te mettre à toutes ces pratiques et tu n'y arrives pas. Moi, j'ai beaucoup rencontré ça. Est-ce que toi, c'était pas ton cas? T'arrivais quand même, tu parles d'expansion, tu parles de plein de choses. Les pratiques taoïstes de Mantak Chia, je les connais. Elles sont intenses, mais il y avait quand même t'arrivais à aller là-dedans, en fait. Ça a été très progressif. Hein. Je me souviens quand je faisais de la danse, peut-être vers 19-20 ans, ou parfois dans les stages de danse que je faisais, il pouvait y avoir du Feldenkrais ou justement du Qigong où juste on essayait de respirer, mais je ressentais rien. J'arrivais pas à déjà avoir une respiration abdominale, j'arrivais pas. Quand on demandait de sentir à l'intérieur, je sentais rien. Au départ, vraiment, c'était laborieux. Mais ça a été... j'ai insisté, quoi. Ouais. J'ai insisté et puis j'ai fait tout un tas d'autres choses. J'agissais pas que dans une direction. J'agissais dans plusieurs directions. Et puis, passer en ça aussi où aujourd'hui je peux accompagner avec subtilité, c'est parce que justement dans aborder là je parle du Tao, mais aussi la méditation. Moi, la première fois que j'ai fait Vipassana, j'étais hyper angoissée suite à Vipassana. J'arrêtais pas de dissocier. Du coup, quand j'essayais de mettre en pratique la méditation ou même les pratiques du Tao, j'avais des bouffées d'angoisse, j'arrivais pas, j'étais tendue. Donc toutes ces années, c'est pas j'ai découvert ça et puis je me suis mis à pratiquer tous les jours nickel et puis ça se passait bien, pas du tout, quoi. C'était dur et des moments du coup j'ai arrêté pendant plusieurs mois et puis j'explorais d'autres trucs, puis je revenais
Et je me souviens quand j'avais été voir ma thérapeute avec qui j'ai cheminé pendant des années. Mais c'était par rapport à mes pratiques Taoï. Je me dis, mais dès que l'énergie elle monte au niveau du cœur, j'ai des angoisses, j'arrive pas, je peux pas faire, ça circule pas, j'arrive. Bon, puis au final, c'est vraiment en libérant mes traumas. Et c'est en ça où, oui, toutes ces pratiques, elles sont précieuses, mais à un moment donné, si on va pas mettre de la sécurité, on goûte pas pleinement le cadeau de ces pratiques-là. Ouais. Ouais, puis ça emmène, moi j'ai l'impression, dans une forme de culpabilité, enfin de désamour de soi en fait, ce dont tu parlais tout à l'heure. J'y arrive pas, tu Terrible, on se vois. flagelle, et c'est hyper important. Moi, je mets vraiment en premier plan la douceur, quoi. Si on sent Mm. pas, c'est qu'il y a une raison. C'est pas qu'il y a un truc qui est mal fichu avec nous. C'est qu'on est en sécurité. C'est que le corps, il dit là, sentir, c'est dangereux. Donc la première chose, et moi j'aime beaucoup utiliser beaucoup d'outils de régulation du système nerveux. J'en parle beaucoup dans mes programmes, dans mes retraites. Et puis, il y a une interview aussi qu'on peut voir sur ma chaîne YouTube où j'en parle, des différents stades du système nerveux et comment on peut voir, OK, quand est-ce qu'on est coupé, quand est-ce qu'on est réactivé, comment on peut se réguler. Et du coup, c'est vraiment du pas à pas pour que on puisse goûter à ces pratiques parce qu'elles sont merveilleuses, mais quand on est complètement coupé, dissocié, on n'y a pas accès. Et pour moi, j'ai vraiment beaucoup d'élan à donner la possibilité aux personnes d'accéder à ces pratiques sans justement se faire violence, quoi. Mm. Alors justement, là, je vais te reciter une autre fois. Alors, je ne regrette rien, ça c'est moi qui ai raccourci, hein. Tu le dis pas comme ça, je ne regrette pas ou je ne regrette rien. En tout cas, ce qui m'a interpellée, tu mets j'ai découvert un accès à moi-même. Ça m'a beaucoup touchée, je trouve ça très beau. Donc là, on part vraiment pour finir, il nous reste un quart d'heure sur la guérison, tu parles aussi de cet amour que tu peux ressentir en fait. Si tu veux bien, moi j'avais envie de t'entendre là-dessus, enfin, je sais pas, de nous le communiquer dans nos neurones miroirs, enfin bon. Mais voilà. Oui, c'est pour l'expliquer, c'est le cadeau, quoi. C'est que, alors, dans mon chemin, au moment où j'ai plongé vraiment dans tous les détails que j'ai nommés là de mon histoire, j'ai vraiment été accompagnée. Pour moi, ça a été Marie et Jésus, et ensuite Marie-Madeleine qui est venue plus par rapport à la guérison de la sexualité. Et j'ai pas tellement de mots. Et en tout cas, j'ai vraiment pour moi, c'est une évidence que c'est d'avoir retiré toutes ces couches qui a permis de recevoir ça. C'est comme si je suis plus poreuse à ces énergies d'amour. Et notamment, tu vois, là, moi, j'habite dans la forêt. Du coup, je regarde la fenêtre, je vois les arbres et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois un arbre, je reçois son amour. Ils ont tellement de compassion, tellement de générosité. Et quand je me mets en dialogue, c'est des flots d'amour. Et ça, pour moi, et j'ai quand même l'impression que c'est assez général, c'est vraiment d'avoir effeuillé, c'est d'avoir enlevé toutes ces couches de protection qui font que, en fait, on est amour, c'est notre nature. Plus on enlève les couches de protection, de peur, plus l'amour est là parce que c'est ce qu'on est, tout simplement. C'est un beau message, je trouve, hein. Vraiment, enfin, c'est sincère, tu vois. C'est vraiment un beau message parce que, pareil, alors j'aime pas juger, bon, on le fait tous, mais il y a le New Age, il y a tu vois, il y a les stages, il y a plein de choses, donc il y a de tout. Moi, je dis toujours, c'est comme chez les garagistes, hein, voilà, à partir du moment où l'humain touche à quelque chose, il y a de tout. Et on entend beaucoup ça. Moi, je suis dans l'amour, alors. Moi, je sais que je ne suis pas forcément des fois, que j'ai du mal à sentir, que voilà, quand tu parles de l'arbre, c'est un très bon exemple. Combien de fois
dans des stages, on entend, tiens, tu peux même entendre les cellules de l'arbre et tout ça, et puis on peut se culpabiliser, dire je sens rien. Voilà. Alors je parle de moi et puis d'une extension de gens qui seraient comme moi. Hein. Je parle de mon expérience, je veux dire, c'est ma vérité. Mais voilà, donc du coup, d'entendre vraiment ce qu'il y a derrière. Alors, par contre, tu as parlé de l'expérience de mort imminente. Donc, alors, il y a un petit truc qui me dit mince, il faudrait que tu sais, qui t'a donné le goût, cette petite graine qui serait en toi, qui dirait, bah, ok, après, il y aurait ça. Alors, je fais un raccourci, c'est pas ce que tu as dit, mais donc, rassure-moi, il ne faut pas en passer forcément par ça. Je suis persuadée que ça n'a rien à voir. Je pense que moi, ça m'a aidé à pas mettre fin à mes jours. C'est ma psychothérapie aujourd'hui, Célia, je te l'avais pas dit. Hein, mais... Comment? C'est ma psychothérapie en ligne aujourd'hui, je te l'avais pas dit. Non, ça n'a pas du tout la peine. Justement, c'est que j'ai envie, en fait, cette graine d'espoir que j'ai eue, j'ai envie de la communiquer aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas besoin de vivre une expérience imminente. Regardez cette émission, vous savez que c'est possible de s'en sortir. Voilà, c'est vraiment cette chose-là. Et j'ai envie de raccrocher avec ton envie de parler de l'amour. J'ai envie de parler de la sexualité. Parce que oui, j'ai nommé Mantak-Chia et tout ça qui m'a permis d'avoir un autre regard sur la sexualité, mais il y avait quelque chose où je pouvais toujours me figer, me tendre. Voilà, c'est vraiment quand il y a de plonger dans mes traumas, de les libérer. Il y a aussi une pratique que j'adore qui est le yoni massage, donc le massage du sexe de la femme. Et c'est pas tellement se masser, c'est vraiment redéfinir c'est quoi le toucher, redéfinir c'est quoi la présence, redéfinir c'est quoi la présence dans la sexualité. C'est vraiment regarder avec attention fine quand est-ce que le désir c'est une charge traumatique ou quand est-ce que c'est quelque chose qui appartient à ma vitalité propre. Et ça, c'est hyper fin et puis c'est tellement courant. Et il y a beaucoup de choses à déconstruire à ces endroits-là. Et quand il y a vraiment, moi j'aime beaucoup tout ce qui s'écrit sur le slow sex, si vous avez envie d'aller voir des gens autour de ça. C'est vraiment comment un moment dans tout ce travail de libération des traumas, en fait, ça nous permet juste d'être présent. Et quand on est pleinement présent à l'autre, à soi, avec l'autre, dans mélanger nos énergies, c'est vraiment le cadeau, il est quand on n'essaye plus de faire quelque chose. Parce que ça, pour moi, ça reste une sexualité traumatique. On veut obtenir quelque chose de notre corps, on veut obtenir quelque chose du corps de l'autre, on veut prendre du plaisir. Alors que en réalité, mais c'est tout un chemin pour y arriver, quand on est dans être et avec l'autre, et que oui, il y a quelque chose qui se met à circuler, oui, il y a du désir qui se met à circuler, mais quand on cherche rien à faire avec ça, juste on laisse être, ça, on découvre une autre dimension de la sexualité qui est pas de l'ordre de la friction, qui est pas de l'ordre d'aller chercher l'orgasme, qui est justement plus de l'ordre de l'amour, de connecter à notre nature profonde, de se laisser juste traverser par le courant de la vie et qu'est-ce que c'est beau quand le courant de la vie il est coloré par, en l'occurrence pour moi, l'homme que j'aime, voilà, par notre partenaire, peu importe quel qu'il soit. Et ça, pour moi, c'est tellement joyeux. Et, ouais, j'avais envie vraiment de nommer ça, que il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose dans arrêter de chercher, à voir, de prendre. La dernière question, ce serait comment ça se passe quand on s'aime soi? Ben, il y a beaucoup plus de douceur. Et alors, je vois les degrés.
Tu vois, je ne m'estime pas complètement libérée. Tu vois, je suis pas un être éveillé. Mais en fait, moi, ce que je sens, c'est que la vie même, c'est que je Mm. suis aimée. Le fait de m'aimer fait que je sens à quel point je suis aimée par la vie et, et dans, voilà, peu importe ce qui se passe. Et dans le je suis aimée par la vie, il y a quelque chose où, et alors c'est de manière générale, mais c'est pas tout le temps. Là, je viens de passer quelque chose où c'est pas complètement ça, c'est revenu, mais de manière générale, il y a ce côté où, du coup, il y a une grande confiance et il y a le fait que je laisse la vie faire à travers moi, où Mm. j'essaye pas de. En fait, c'est étrange, mais le fait de m'aimer, je commence à avoir moins d'importance. Mm. Tu vois. Et c'est pas tellement ce que moi je veux qui est important, c'est ce que la vie elle veut. Et du coup, bah, je me mets au service bah, de ce qui a envie de se manifester. De toute façon, j'ai pas le choix, on n'a pas le choix, c'est la vie qui fait, c'est pas nous. Du coup, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si plus je m'aime, moins j'ai d'importance, plus je deviens la vie. Et puis ça, voilà, ça se fait, ça traverse. Et alors, pas toujours, mais c'est vrai que parfois, dans des moments difficiles, ça m'arrive encore d'être activée, d'avoir des choses, mais je sens que je suis aimée, quoi. Je Mm. sens que la vie, elle essaie juste que je me libère d'une nouvelle couche, quoi. Et que c'est qu'elle est en train de me faire un cadeau, là. Et voilà, c'est Et comment c'est. dans, ouais, dans ce que tu viens d'exprimer qui va au-delà des mots, tu vois, dans tes mots, moi je sens en tout cas une énergie qui est dense, tu vois, qui vit la vie en fait. Et du coup, bah en fait, tu parles de rassembler, en fait, tu parles d'intégrer, tu vois, tu dis que t'as plus d'importance, que la vie me traverse, enfin tout ce que tu as dit, bah en fait en opposition entre guillemets, hein, ça, on va dans la dissociation, tu vois. Je me dis bah voilà, dès qu'on, de toute façon, que ce soit Oui, pour tout, dès qu'on est séparés ouais, voilà, on est loin de l'amour. Enfin voilà, on revient pratiquement toujours à la même chose, même finalement dans chaque interview, je m'aperçois, ou dans presque chaque sujet, quoi. Chaque, bah oui. chaque challenge, je crois que le seul challenge, c'est ça. Hein. Et puis quand je dis ça, moi, j'y suis pas. Je suis pas là tous les matins à être complètement réunie avec moi-même. Je sais pas si on peut dire ça. Mais voilà. Et d'ailleurs, je m'aperçois, bon, c'était une interview assez intense pour moi, et puis bon, il y avait plein de choses, et je m'aperçois que j'ai très peu parlé du public. Il y avait Virginie qui était là, Dominique qui vient d'arriver, donc Dominique, n'hésite pas, on peut prendre une question, il n'y a pas de souci. Elle dit, je regarderai le replay, mais tu peux, je sais, voilà, je connais un peu ton histoire. Voilà, donc désolée hein, pour ceux, j'ai pas parlé du public, mais bon, les gens comprennent, on est en live, moi je me laisse aussi traverser, en tout cas dans ces moments-là. Voilà, il y avait Philippe qui était là aussi, et puis ben voilà, je voulais juste le dire parce que ça fait plusieurs fois que je me dis que j'oublie le public et que j'oublie le public. Voilà. Voilà. Alors parfois je finis par un petit jeu, alors et je me laisse justement inspirer. Donc d'un coup j'étais là. Normalement je fais le mot, le jeu où on jette un mot et puis on en répond un. Puis aujourd'hui c'était pas ça pour toi. Puis après c'était plutôt si tu étais une fleur, tu serais quoi? Après c'était un paysage. Et puis finalement ça a donné plutôt une dernière question, mais je sais pas. C'était qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu souhaites à l'humanité en fait, Célia? Rien que ça, tu sais. Oui, Tu prends mais ton temps. non, mais ça vient tout de suite, hein, c'est rien d'original. Mais c'est ce qui vient parce que ça fait partie aussi des prières que je peux faire souvent. Je souhaite à tous les êtres vivants, visibles et invisibles, d'être libres et heureux. C'est tout mon cœur. Merci. C'est peut-être cette prière que j'ai entendue. C'est pour ça que ça s'est venu. Voilà. Ok. Et puis, bah, je vais te laisser le mot de la fin. Voilà. Je sais pas. Encore un autre mot de la fin. J'ai pas envie de finir. Le mot de la fin. Allez. Encore un mot de la fin. Ouais. Je suis juste inondée par les arbres. Voilà. C'est un geste, ça va être un geste de la fin, si tu veux bien. Super. Vu que toi, tu n'es pas trouble sur l'image, tout va bien. Voilà, le geste de la fin. Ouais. Bah, du coup,
l'impression de fin, en fait, quand tu as tourné justement ta tête, si tu l'as fait plusieurs fois, on le verra dans la vidéo replay, quand tu regardes ces arbres, ça m'évoque Marie-Madeleine. J'ai jamais vu Marie-Madeleine, je sais pas. Mais vraiment dans l'énergie, voilà, ce profil que tu as, voilà, quand tu regardes cette forêt qui t'inonde, bah voilà, moi j'ai vu Marie ou Marie-Madeleine. Et voilà, c'est la petite impression du jour, quoi. Voilà. Bon, bah merci, écoute. Merci beaucoup. Merci à tous. De ce moment, m'avoir invité. Ouais, donc bah, de toute façon, on pourra retrouver aussi cette interview sur ta chaîne. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Merci aussi à Sarah qui est pas loin. Merci à ceux qui ont regardé, ceux qui vont regarder. Abonnez-vous si vous êtes inspirés. Abonnez-vous à la chaîne aussi de Célia si ça vous inspire. Voilà, cliquez sur la petite cloche et voilà, faites des abonnés pour faire grandir le projet tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'obligation, c'est juste un élan du cœur. Et puis, bah, un grand merci à toi, Célia, d'avoir répondu oui, hein, parce que voilà, c'est du temps, c'est plein de choses, mais je sais que tu as ce goût de transmettre et puis tu le fais très bien. Très belle pédagogie et puis bah, j'ai hâte, moi, de venir à ta conférence spectacle. Je sais pas s'il y en a une prévue bientôt, mais voilà. Sur Paris en septembre, je sais pas si tu es sur Paris. Toi. Paris en septembre, pourquoi pas. En tout cas, t'as une date déjà? Non, c'est pas encore calé. Et okay. C'est autour du vin, mais c'est pas calé. D'accord, autour du vin. Et puis de toute façon, là, je remets rapidement, hop, ton site. Voilà, très belle fin de journée à tous. Et puis un grand merci. On se retrouve dans 2 secondes en off. Et puis voilà. Gros bisous à tous. Bonne journée. Bye.